La mer, la pratique des océans est un éloge de la lenteur. La lenteur est le moyen le plus rapide d'atteindre l'essentiel. L'essentiel est la connaissance de soi, mais aussi la connaissance et le partage avec l'altérité. L'altérité de nos cousins, les humains, n'est-ce pas? Mais aussi l'altérité de nos parents, les coraux, les végétaux, les animaux, enfin l'ensemble du vivant auquel nous appartenons. Bonjour. Vous aviez peut-être... Alors, vous aviez peut-être reconnu sa voix, vous connaissez son visage, mais savez-vous aussi la poésie de ses crayons quand il danse au bout de ses doigts? L'intelligence de ses mains assez solide sur les écoutes pour remporter le premier Vendée Globe de toute l'histoire, c'était en 1990, un an avant de décrocher le titre de champion du monde de la course au large. Son histoire nous parle de lecture, d'influence, de rencontres et aussi d'une part de quête, presque un mystère dont on a eu envie de comprendre les frémissements. Merci d'accueillir Titouan Lamazou. Merci. On va s'installer. Oui, on a des spectateurs, mais silencieux. C'est le monde d'après, on mélange le digital et le présentiel. Alors, avant que naisse un désir, il y a toujours, Titouan, une part d'imaginaire. Le tien a d'abord été nourri d'envie artistique, ce qui n'est pas forcément le premier cap envisagé par des parents centraliens et polytechniciens. Sais-tu d'où venait cette appétence pour le dessin, pour les beaux-arts, déjà affirmée à l'âge de 11 ans? Oui, tu me forces à l'indélicatesse de parler de moi devant tout le monde, mais enfin c'est le jeu, apparemment. Donc c'est vrai que j'ai été visité très jeune, enfin assez jeune, par une première vocation qui était celle de devenir un artiste. Alors je ne sais pas ce qu'on voit depuis le haut de ces 11 ans, on ne voit pas grand-chose, mais je crois que j'ai été surtout attentif à mon intuition, à mes voix intérieures que je me suis appliqué à écouter et qui a été d'ailleurs un moteur de toute ma destinée par la suite. Alors évidemment, 11 ans, quand on décide d'être artiste, c'est aussi l'âge où on rentre au collège. Et je peux vous dire, vous pouvez bien imaginer que quand vous avez une vocation d'artiste, l'enseignement qu'on disait secondaire à l'époque est un peu, la motivation est un peu altérée. Donc j'ai quitté cet enseignement conventionnel assez jeune, à l'âge réglementaire, à 16 ans, parce qu'on n'avait pas besoin du bac. Donc à bac-2, je suis rentré aux Beaux-Arts. On n'avait pas besoin de bac ou de faire des prépas pour aller aux Beaux-Arts. Mais ce passage aux Beaux-Arts n'a pas duré très longtemps parce que j'étais alors visité, où s'est confirmée d'ailleurs une deuxième vocation que j'avais en moi et qui était une vocation, disons, vagabonde. Et j'étais attiré à ce moment-là, où j'ai pris conscience que j'étais attiré par ce qu'il y avait derrière les horizons, et notamment les horizons maritimes. Avant d'aller sur les horizons maritimes, est-ce qu'on peut dire ce qui nourrissait ce rêve d'être un artiste? Qu'est-ce que tu imaginais de ce monde des artistes? Dans mon idée à l'époque, je pense que j'envisageais cette destinée par une appréciation, toujours à l'âge de mes 11 ans, du statut de l'artiste, que je voyais un statut libre et aussi un statut certes en marge, mais bien en vue. Or, ça m'a paru être un statut enviable pour le reste de mon existence. Et c'est toujours ainsi que j'ai procédé d'ailleurs, parce que lorsque cette deuxième vocation qui s'est jointe à la première, et auquel ni l'une ni l'autre j'ai dérogé, c'était que le statut de l'homme qui va en mer, ce mystère, cet inconnu, était pour moi un statut honorable. Et ça venait d'où cet autre sillage? Le soir, avec le halo de la lampe de chevet, tu étais un lecteur vorace, jeune également. De quel type d'ouvrage et pourquoi ça a beaucoup compté finalement? J'étais effectivement un lecteur assidu, je le suis toujours d'ailleurs, et j'avais privilégié dans mes lectures, je pense, ce qu'on appelle les auteurs de romans, surtout des histoires, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, mais ce qu'on appelle des auteurs voyageurs.
Et là, sur ces quelques dessins que vous avez derrière nous, on voit 4 personnages, dont Victor Ségalen sur la gauche, et puis il y a Robert Louis Stevenson, Jack London, il y a même Paul Gauguin, qui sont tous les 4, ils ne se sont jamais rencontrés aux Marquises, mais il se trouve que ces 4 auteurs ont séjourné aux Marquises au tournant du 19e et du 20e siècle. Et ce sont des auteurs qui m'ont, à la fois les Marquises et à la fois ces auteurs m'ont influencé. Et je pense que ma vocation maritime, cette envie de mer, est venue par la littérature. Avec dans la bibliothèque, parmi les ouvrages, certains signés d'un illustre célèbre navigateur. Et plusieurs navigateurs. C'était un temps, les années 70, où déjà il était devenu, bon, il y avait un certain nombre de jeunes gens qui partaient vers Katmandou, vers l'Inde, vers l'Orient et l'Extrême-Orient, et d'autres qui partaient plutôt vers l'Ouest, en tour du monde en voilier. Et la lecture d'Éric Tabarly ou de Bernard Moitessier, pour ceux qui savent qui est ce personnage formidable, m'a appris qu'il était possible, quand on était un béotien complet, de partir sur les océans. Donc j'ai quitté les Beaux-Arts, j'ai pris un sac de gouache et de pinceau et un carnet, et je suis allé dans les ports pour faire du bateau-stop sur les côtes de Méditerranée, puis d'Afrique, ce qui m'a amené jusqu'aux îles Caraïbes. Et d'ailleurs, j'ai privilégié le reste de ma vie aussi, j'ai privilégié ces régions tropicales et insulaires dans le reste de ma vie. Et il se trouve que j'ai bourlingué là-bas, pour reprendre le terme du poète Sandrars. J'ai bourlingué dans les Antilles, d'un bord à l'autre, en faisant des portraits aux terrasses des cafés, tout ça. Mais est venu à l'époque le temps pour moi, je venais d'avoir 20 ans, le temps du service militaire. Moi, j'étais assez peu enclin à revenir en France pour faire mon service militaire, mais 2 de ces gens de mer vers qui j'étais allé, qui étaient 2 de mes capitaines des Antilles, qui sont devenus d'ailleurs plus tard des concurrents de course au large, qui s'appelaient Jean-Yves Terlin et Yvon Fauconnier, m'ont dit, tu sais, on va te recommander auprès d'un ami, un grand marin, auquel la Marine nationale confie chaque année 4 appelés pour son service. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, vous allez voir l'image, vous l'avez déjà vu peut-être, je ne sais pas, oui, à bord du bateau Penduixis d'Éric Tabarly. Mais est-ce que ça suffit des gouaches dans le sac, ou il faut quand même 2-3 petites connaissances de la mer? À l'époque, c'est-à-dire qu'Éric Tabarly m'a embauché parce que ses copains lui avaient dit que j'étais un bon pligat. Voilà, il faisait confiance à ses amis marins et ils ne se sont pas trompés. J'ai passé, et mon service militaire s'est prolongé pendant 2 ans et demi. Et à bord du bateau d'Éric Tabarly et sous l'enseignement de ce prestigieux capitaine, c'était le plus prestigieux de l'époque, eh bien, j'ai appris à devenir un marin. Tu avais quel âge? Tout simplement, là j'avais entre 20 ans et 22 ans, j'étais à bord du bateau d'Éric Tabarly. Voilà, j'étais considéré à bord, enfin c'était un peu le tribut de ma vie, c'est-à-dire j'étais considéré à bord comme l'artiste du bord, parce que tous mes coéquipiers, à part peut-être le docteur Jean-Louis Etienne qui était natif du Tarn, tous étaient nés les pieds dans le Varec, tous des Bretons, des grands marins. Et j'étais considéré comme l'artiste du bord, comme plus tard j'ai été considéré, et toujours considéré d'ailleurs dans le monde des artistes, comme le marin de l'équipe. Donc voilà, c'était toujours. Alors que ma destinée, quand même, enfin mes sillages étaient réunis depuis fort longtemps. Les 2 mondes. Et ils le sont toujours d'ailleurs. Ça consiste en quoi être artiste du bord concrètement, et on va en voir aussi quelques illustrations. Artiste du bord, c'est-à-dire que grâce à la notoriété d'Éric Tabarly, c'est lui qui m'a permis de publier mon premier ouvrage. Depuis, j'en ai publié presque une trentaine. Mais j'étais l'illustrateur officiel de notre maître, de notre commandant. Et ce guide de la manœuvre, d'ailleurs, qu'on a rédigé. Alors, je parle souvent du Pacifique. Il se trouve que c'est un océan qui, petit à petit, est devenu important dans ma vie, au point que j'ai décidé aujourd'hui de m'y installer de façon provisoirement durable, n'est-ce pas, à Tahiti. Et cet ouvrage a été illustré à la table à cartes d'Éric Tabarly sur le Penduixis pendant la traversée, très longue traversée par le chemin des écoliers, qui nous amenait de Los Angeles. On avait pris le départ de la Transpac, c'est-à-dire la Los Angeles Honolulu, et qui nous a amené jusqu'à Auckland, à l'escale de la course autour du monde en équipage, la Whitbread,
Ça, je vous parle, c'était les années 77. Oui. Et Dylan Hill, c'était un temps où on prenait son temps. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot de la lenteur. L'éloge de Et la lenteur, est très, on pourra y revenir, j'imagine, est très inspirante, apaisante. Et c'est pas ce que j'oppose aujourd'hui à une frénésie de vitesse dans les transports, mais ce que j'ai apprécié et appris à apprécier en mer et en bateau, c'est justement cette lenteur. Ça a l'air effectivement naturel, mais ça finit pareil que lenteur, mais la peur, est-ce qu'elle a quand même été présente à un moment donné, avant de s'aventurer comme ça avec quelqu'un d'expérimenté, dans des conditions qu'on n'imagine pas toujours idéales? Quand on va vers l'inconnu, en général, on a peur d'une certaine façon, mais je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction, parce qu'aussi, quand on a peur, si on affronte la peur, ben on manifeste un certain courage. Et il n'y a pas mieux que le courage pour être gratifiant dans la vie. Et j'ai rencontré cette même peur, d'ailleurs, quand j'ai décidé, après mon passage à bord de Penduixis, de devenir moi-même un capitaine de bateau. Alors que je n'étais pas du tout destiné à cela tout petit. Et c'est vrai qu'au départ du Vendée Globe, qui était la première épreuve de ce type, c'est-à-dire une course autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, on a peur, effectivement, mais on va vers elle. Et il y a aussi souvent ce qu'on m'a demandé, d'ailleurs les questions qui reviennent le plus souvent sur la navigation en solitaire au long cours, comme ça, est-ce que de rester seul pendant des mois, il se trouve que maintenant il reste un peu moins seul parce que les bateaux vont plus vite, mais est-ce que c'est pas éprouvant? Et au contraire, si les premières fois que vous naviguez ou si vous expérimentez la navigation en solitaire, les premiers jours, parfois c'est un petit peu... Inconfortable peut-être? Oui, enfin un peu étrange. C'est parce que... Et puis petit à petit, on se met à apprécier cette position parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas un endroit où on est le plus en sécurité au monde que tout seul sur un bateau au milieu de l'océan. Encore faut-il avoir un bon bateau et savoir s'en servir, mais ça devient le cas quand on fait de la course au large. Voilà, et puis il y a un rythme qui est assez lent. On est loin du brouhaha social qui vous permet justement, je reviens aux voix intérieures, de s'écouter, d'écouter le pourquoi des choses, le sens de sa vie. Et quand on est tout seul sur un bateau, on est aussi très proche de la condition, notre condition ici-bas, c'est-à-dire qu'on est quand même, on est seul, on meurt seul. Et dans la vie, il faut faire avancer. Si on ne fait pas avancer le bateau, ben, il n'avance pas. Même si, voilà, donc c'est une sensation que je n'ai pas renouvelée bien souvent depuis cette époque-là, mais pour laquelle j'ai une certaine nostalgie. Et aussi d'ailleurs, je dois dire, la condition j'étais un sportif à ce moment-là, c'était pas du tout prévu non plus. Je suis devenu un compétiteur, un champion. Et le statut du compétiteur, enfin la vie du sportif est fort agréable, figurez-vous, parce que on a une ligne d'arrivée. On a une ligne d'arrivée et c'est le but. Et on n'en a qu'un. Cette ligne d'arrivée, il faut la franchir. Et il faut la franchir de préférence en tête. Mais vous pouvez passer 3 ou 5 ans à préparer justement cet instant où vous allez franchir cette ligne d'arrivée. Et là, la vie est soudain dépourvue de doute existentiel, je veux dire. On a un objectif vraiment concret. Ce qu'on retrouve rarement dans la vie. C'est-à-dire quand on est un artiste, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et dans beaucoup de choses dans la vie. Donc c'est une période que j'ai beaucoup appréciée. Mais au lendemain, justement, du franchissement de cette ligne d'arrivée du Vendée Globe en tête, tout d'un coup, ce besoin d'existence par la compétition, ou d'exister par la compétition, m'a abandonné d'un coup. Et à ce moment-là, j'ai repris, j'ai pas cessé de voyager, j'ai pas cessé de peindre, mais j'ai repris mes pinceaux et j'ai continué à voyager autour du monde, en bateau ou pas en bateau, notamment ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Femmes du Monde. Alors justement, voilà, plus de 30 ans après ce Vendée Globe,
tourne la page de la compétition pour écrire des livres, explorer des champs de réflexion à partir de l'observation partout dans le monde, puisque 15 voyages ont servi le projet Femmes du Monde au nom du droit des femmes, engagement reconnu par l'UNESCO, artiste de l'UNESCO en 2003, pour la paix. Est-ce qu'on peut dire que le voyage, il était plutôt là au moment de réconcilier les Non, le mondes, voyage a le été temps, tout au long de la vie. Je ne fais pas de différence entre un voyage en bateau et un voyage de port en port ou de femme en femme, si je puis m'exprimer ainsi aujourd'hui. Mais j'ai appris aussi d'autres choses pendant ces travaux. Ça a été d'ailleurs devenu une marque de mon travail, c'est de travailler avec des scientifiques pour répondre à des questions que je me posais. Femmes du Monde, ça a commencé par la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, et de façon facétieuse, j'ai introduit les Femmes du Monde par le portrait de Lucie, notre ancêtre australopithèque de 3 millions d'années, dont les ossements sont conservés au muséum d'Addis Abeba. Et j'avais préparé pour ce travail une sorte de questionnaire de Proust que je soumettais à toutes les femmes que je rencontrais, le même, qu'elles soient des USA ou du fin fond de l'Amazonie. Et je suis allé voir à ce moment-là ce qu'on appelle l'inventeur, donc le découvreur de Lucie, qui s'appelle Yves Coppens, fameux anthropologue, et je lui ai demandé de se mettre dans la peau de Lucie et de répondre à mes questions. De même qu'à Djibouti, dans ce même voyage dans la Corne de l'Afrique, c'est vraiment le cœur de la matrice des pratiques absolument incompréhensibles que sont les mutilations féminines, infébulations, excisions, etc. Et j'étais allé voir pour comprendre ce phénomène incompréhensible, pour moi, une spécialiste anthropologue française qui s'appelle Françoise Héritier. Je ne sais pas si ça parle pour vous, mais elle a hérité de la chaire de Claude Lévi-Strauss au Collège de France et s'est spécialisée dans ces questions-là et m'a expliqué les processus pré-pharaoniques de cette famille. Bon, bref, c'est devenu un réflexe. Et aujourd'hui, où que j'aille, je suis toujours entouré d'un anthropologue, un historien, un océanographe, un chercheur. Et ce travail, aujourd'hui d'ailleurs, on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'instituts de recherche, le mot art et science. Voilà. Et on va pouvoir venir et oui, au puisqu'on projet. arrive presque à la dernière question, Voilà. mais d'abord, aujourd'hui, tu as décidé d'inviter au voyage intérieur le maximum d'invités, d'ailleurs, pour partager ton expérience avec le plus grand nombre au nom de la biodiversité, du vivant. Ce projet s'appelle le Bateau Atelier. C'est un peu l'Arche de Titouan, finalement. La réunion c'est l'Arche de toutes ces Titouan vies. parce que ce ne sera pas des animaux, ce sera bien des humains qui seront embarqués à bord et qui seront des artistes et des chercheurs qui vont travailler, qui vont collaborer ensemble dans un travail commun que j'ai expérimenté depuis longtemps maintenant. Et ces artistes vont, en fait, et chercheurs, vont, avec ce travail coopératif, donneront cette dimension au bateau d'atelier d'être un porte-voix radieux et magistral pour la défense, la protection du vivant, tout simplement. Et ce projet, figurez-vous que qui réunit un peu les sillages de toute ma vie. Oui. Je l'avais annoncé lorsqu'on m'avait interviewé à l'arrivée du premier Vendée Globe il y a 30 ans. Donc ce projet a connu une lente maturation, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que sa construction va commencer à partir du mois de septembre. Et donc je suis arrivé à parvenir à réunir les financements de ce projet fort onéreux et sur lesquels d'ailleurs je vous aime parce que l'exploitation, enfin l'utilisation, le fonctionnement de ce navire, je suis arrivé à trouver un équilibre financier, économique. Ce bateau va être mis en location en Polynésie. On revient à ce qu'on a aimé, en location croisière une moitié de l'année, pendant 6 mois. Et 6 mois, il sillonnera les îles de Polynésie pour accomplir sa mission culturelle et scientifique. Donc voilà, donc vous aurez, si vous voulez, l'occasion de venir naviguer agréablement sur le bateau atelier. Merci Titouan. Une toute dernière question avant de poursuivre ici à Montpellier notre chemin d'exploration vers Nantes. Quel est ton plus beau voyage ? Bon, puisqu'on est sur un thème
un peu maritime, si j'ai bien compris. Je vais parler des souvenirs des grandes traversées qui sont... Et bizarrement, je me suis rendu compte, enfin, en ce qui me concerne, dans la vie, les souvenirs qu'on retient, c'est pas les bons. Enfin, c'est pas les bons souvenirs. J'aurais pu vous dire, voilà, le premier Vendée Globe, qui était quand même la course de ma gloire, et que j'ai remporté, mais c'est-à-dire que toutes les déconvenues que j'ai rencontrées pendant cette épreuve, les avaries qui sont survenues, sont devenues des anecdotes sympathiques qui font le bonheur d'une grande victoire. En revanche, je me souviens avec beaucoup plus de précision de la course qui a précédé. C'était une course qui est moins connue, qui s'appelle le Box Challenge, qui est une course aussi en solitaire autour du monde, mais avec des escales. Newport, États-Unis, Cape Town, Afrique du Sud, Rio, Brésil, et retour à Newport. Je me souviens très précisément les erreurs stratégiques, les avaries qui sont survenues et qui m'ont coûté la première place, que ce soit l'erreur stratégique au l'anticyclone de Sainte-Hélène, à celui des Bermudes, échouage au Cap Horn, enfin un certain nombre de trucs, pas mal de trucs. Et je suis arrivé que deuxième au classement général, et je l'ai vécu comme un réel échec. Voilà. Et j'ai compris aussi par la suite que les échecs sont plus intéressants souvent que les victoires. Ils sont plus riches d'enseignements. Et si je n'avais pas échoué dans le Box Challenge, je n'aurais pas acquis l'expérience que j'avais et l'envie surtout. Parce que pour gagner une course au large, il faut avoir les moyens, un bon bateau, de l'expérience, mais il faut surtout avoir plus envie que les autres de gagner. Et c'est ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai une certaine tendresse pour cette course qui, pour moi, avait été interprétée comme un échec. Voilà. Merci Titouan, merci d'être venu pour nous de Tahiti, où tu vis désormais une grande partie de l'année en tout cas. Alors, on a de la chance puisque on te retrouvera en fin de journée. Titouan passe la soirée avec nous. L'occasion aussi de découvrir son travail d'artiste avec des lithos qui pourront être signés. Donc, on pourra profiter de Titouan tout au long de la soirée. Titouan Lamazou. Merci pour votre écoute.